Bienvenue dans le premier épisode de cette seconde saison de Nos Arpentages, le podcast de l'association Peuple et Culture qui propose chaque mois une conversation pour approfondir la réflexion collective née lors d'ateliers d'arpentage. Peuple et Culture, c'est un mouvement d'éducation populaire fondé sous la Résistance et œuvrant à rendre la culture au peuple et le peuple à la culture. C'est tout un réseau d'associations qui contribuent un peu partout en France au développement de l'éducation tout au long de la vie, qui encourage la pensée critique et l'émancipation d'hommes et de femmes, l'auto-formation collective et le partage des arts et de la culture. Ancré dans l'ADN de Peuple et Culture et de l'éducation populaire se trouve l'arpentage, une méthode de lecture collective qui permet de découvrir à plusieurs un ouvrage en vue de son appropriation critique. Concrètement, on déchire les pages, on se partage le livre, chacun lit sa partie, et on met ensuite en commun ce qu'on a compris pour créer du savoir collectif. Cette nouvelle saison, nous continuerons d'arpenter les chemins qui nous mènent à la Maison des Métallos, établissement culturel situé dans le 11e arrondissement de Paris avec qui nous collaborons, et explorerons d'autres histoires, d'autres points de vue, en lien avec de nouveaux partenaires. À chaque épisode, nous découvrirons un nouvel ouvrage arpenté en se retrouvant quelques temps après la session, afin de nourrir et approfondir les réflexions nées lors de l'atelier. Ce podcast nous amènera à nous interroger sur les notions de productivisme, d'altruisme, de bonheur et de responsabilité d'éditeur. Je suis Mathilde, en service civique à l'Union Peuple et Culture, et je suis aujourd'hui avec Benjamin pour penser ensemble à partir de l'arpentage du livre de Ayn Rand, La vertu d'égoïsme, qui a eu lieu le 15 novembre dernier à la Maison des Métallos. Donc bonjour Benjamin, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que déjà tu as envie, tu veux revenir sur justement la méthode plus de l'arpentage? Est-ce que c'était ta première fois? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, avec plaisir. Merci déjà d'avoir tenu cet arpentage et de faire ce podcast dans la foulée. C'était mon premier arpentage et j'y allais avec beaucoup de curiosité et j'en suis sorti hyper nourri, hyper enthousiaste. Je pense que j'ai fait découvrir le mot arpentage à pas mal de gens depuis. Moi-même j'ai 31 ans, j'étais fasciné de ne pas avoir entendu le mot avant. Je trouve que c'est une manière hyper intéressante de découvrir une œuvre. Donc là c'était sur un essai et j'aurais jamais lu ce livre en entier sans l'arpentage. Déjà peut-être que je l'aurais pas découvert. Donc là c'est aussi grâce à la programmation de la Maison des Métallos et votre travail avec eux. Et ensuite je me suis dit peut-être que si j'avais commencé je l'aurais pas fini, ou j'aurais eu la flemme, ou j'aurais ça, je sais pas. Mais en tout cas là, le fait qu'en 3 heures je crois c'était ça. on puisse non seulement avoir le sentiment d'avoir lu le livre, en tout cas on a parcouru tous les concepts et en fait c'est encore plus riche que ça parce que on a aussi cette coloration du collectif où chacun va, même s'il va pas forcément bien retranscrire parfaitement ce qu'il a lu, en fait il va nourrir aussi de son vécu et en fait c'est ça qui compte aussi. Ça permet d'être ensemble, de partager la culture, de voir comment ça met en résonance chacun. Ça enrichit, ça améliore la découverte d'une œuvre fondamentalement. Après, c'est différent de la lecture personnelle que je pratique du coup beaucoup plus. Mais je pense que pour certaines œuvres, ça s'y prête éminemment mieux, quoi. Dès que je trouve que c'est social, politique, vous me racontiez sur les fictions, ça m'a rendu curieux. Je pense que le côté suspense, le côté on sait pas quelle personne, vu qu'on a chacun un morceau du livre, les gens doivent se dire waouh, mais attends, mais lui c'est qui? Je n'ai jamais entendu parler. Ça peut être très drôle, d'un point de vue jeu. Donc je serais curieux de le faire une fois, sans doute, même si je pense que le goût de réfléchir ensemble sur des sujets qui nous concernent tous, ou en tout cas une majorité, ça c'était vraiment super. J'ai adoré ça en fait. Pour ça aussi que j'ai accepté avec plaisir l'invitation pour en parler. Ouais, super. C'est le but, c'est vraiment ce côté débat et même discussion à la fin qui est hyper important et hyper riche. Et puis au final, parce que je lis aussi du coup des essais, quand je lis un truc tout seul, souvent de plus en plus je le résume, quand ça m'a plu, ou je prends des photos des pages qui m'ont plu, ou je souligne des choses. Mais là le fait de le voir le restituer, donc là il y avait les post-it que je revois là sur la table à côté, ça m'était aussi, ça obligeait d'une certaine manière à une micro-responsabilité de dire, en fait, les autres, ils ont pas lu ces 10 pages, il y a que moi qui les ai lus dans la pièce, et il faut que je leur dise ce qu'il y en a. Et en fait, ça, je pense que ça met une autre tension dans la lecture. Quand je lisais mon texte, en fait, je revenais sur la page, je soulignais davantage, je disais, mais je détricotais comme quand je faisais des analyses de texte pendant mes études, quoi. Et ça, on le fait plus parce que on n'a plus un prof qui nous dit de le faire, en fait. C'est ça.
Ouais. Ça, c'est intéressant aussi dans le rapport à comment moi-même je consomme, en tout cas, je découvre un texte. En fait. Du coup, on va revenir sur plusieurs aspects du livre. Donc ce qui a été évoqué à l'intérieur, donc c'est quand même un livre qui date maintenant, mais qui pour le groupe a eu certaines résonances avec l'actualité, et donc c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut lire des livres qui datent mais qui au final résonnent avec des choses personnelles ou politiques actuelles. Au cours de l'arpentage, on a eu l'occasion de discuter de l'égoïsme, qui est une notion que prône Rand sous toutes ses formes, qui va aussi avec sa philosophie autoproclamée qui est une philosophie objectiviste. Donc c'est une pensée qui est un peu filée sur tout son essai et sur toutes ses œuvres en général. Donc justement, au cours de la discussion, on a eu cette occasion de parler du rapprochement qu'elle fait entre le bonheur et l'égoïsme, comme quelque chose d'intrinsèquement lié, parfois de façon assez absolutiste, sans vraiment donner d'arguments. Je cite deux passages justement qui ont été évoqués lors de la restitution. L'homme doit vivre pour son propre intérêt, ne sacrifiant ni lui-même aux autres, ni les autres à lui-même. Vivre pour son propre intérêt signifie que l'accomplissement de son propre bonheur est le plus haut but moral de l'homme. Et puis plus tard, elle explique que c'est seulement dans les situations d'urgence que l'on peut se porter volontaire pour aider les étrangers, seulement si cela est en notre pouvoir. Est-ce que tu penses que cet égoïsme-là, d'un point de vue individuel, politique, actuellement, est-ce que tu penses que c'est présent? Est-ce que... C'est vrai que déjà dès le début, dès le titre, vertu d'égoïsme, quand on a fait le petit travail d'arpentage au début, ce que ça nous évoquait, il y a un côté oxymorique, contradictoire de comment l'égoïsme n'est pas souvent présenté comme une vertu. Ouais. Et là, c'est vraiment la vertu absolue. Sur en effet l'objectivisme et qu'elle prône avec l'égoïsme comme vertu absolue, je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans certaines mouvances ultralibérales aujourd'hui, et c'est aussi prouvé en fait quand on voit l'influence qu'a eu son livre. En fait, toute la question pour moi elle réside dans ça veut dire quoi mon propre intérêt. Pour moi, dans la perception des choses et dans la manière dont je comprends le monde, je comprends aussi que il y a des interconnexions énormes entre nous, le vivant, enfin quand je dis nous, c'est nous les humains, mais c'est nous les autres animaux non humains, on va dire, c'est la biodiversité, et donc en fait, et moi j'étais presque en empathie en train de me demander, mais comment est-ce qu'elle peut en arriver à cet endroit de détresse et d'absence complète d'empathie pour ne pas réaliser que son intérêt, il est reconnecté aux gens qui l'entourent en fait, et pas qu'aux gens, aux vivants. Et bon, c'est ça aujourd'hui avec la prise de conscience de plus en plus grande de l'urgence écologique, on se rend compte que dans tous les cas, notre bien-être, on parle de notre bien-être ou notre condition de vivabilité, à moyen terme, pas de notre génération, pas à 100 ans, sans doute pas, même si on voit déjà les dégâts, mais c'est clair que si je me projette dans pas si longtemps que ça sur l'échelle humaine, ça va devenir très compliqué d'éviter. Donc en fait, notre propre intérêt, il est myope, mais tellement myope que c'est lunaire de se dire que c'est un livre qui a autant d'influence, quoi. Et quand il y avait énormément de formules où moi, en effet, ça me faisait vibrer fort parce que je me disais, mais comment est-ce qu'on peut être aussi aveugle devant l'importance que c'est de... alors, pas d'oublier ses limites, il y a des passages qu'elle dit qui sont intéressants quand elle dit faut pas se sacrifier soi-même aux autres, etc. Ouais. Bien sûr, c'est hyper important de savoir quelles sont ses limites et de pas tomber dans un altruisme nocif pour soi. C'est ultra important. Le but, c'est d'avoir un équilibre où chacun justement a la place de donner parce qu'il a la place, parce qu'il reçoit aussi, ou parce qu'il a suffisamment de ressources en lui, pouvoir justement ne pas que être bloqué dans sa petite personne et dans son petit égoïsme. Donc ça, c'est une notion importante, je pense, mais qui est vraiment portée à outrance dans la manière dont elle présente les choses, quoi. En plus, elle revient aussi sur cette idée de bonheur intime et non collectif, en fait. Le bonheur collectif, ça n'existe pas, il faut penser à soi, rien qu'à soi. Il y avait cette notion-là qui était qui avait été soulignée plusieurs fois, de se dire, mais qu'est-ce que c'est exactement un bonheur purement intime et non partageable? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est au final aujourd'hui Ouais, c'est quoi le bonheur? C'est une question qui est pas easy, mais enfin, qu'on va mettre du temps encore. C'est en fait que chacun met toute sa vie à essayer de capter. Ouais. Mais il y a un côté où, évidemment qu'il faut penser à soi, à ses désirs, il faut le respecter, et c'est important de penser à soi. Mais pour moi, justement, penser à soi, c'est aussi, en bonne partie, penser à ce qui nous entoure, parce qu'on dépend de ce qui nous entoure. En fait, on est forgé par ce qui nous entoure, on peut évidemment façonner un peu ce qui nous entoure aussi, on peut le modifier, on a un impact sur la réelle. Clairement, l'humain a un impact sur la civilisation, sur l'environnement, etc. Mais en retour aussi, et c'est pour ça que je parlais très vite d'interconnexion, qui est aussi une notion que j'ai pas mal pu découvrir et appréhender avec par exemple une œuvre comme Manière d'être vivant de Baptiste Morisot. Et c'est là où ce jeu d'interdépendance, c'est le mot qu'il emploie, bah, en fait, bien sûr que faut penser à soi, mais comme soi, c'est aussi dépendant en partie des autres, et les autres de ce qui nous entoure. Bah, c'est important de prendre soin en fait de ces interdépendances-là, d'en avoir conscience. Plus loin que ça, sur le bonheur, elle dit que c'est même la seule exigence morale. Je me souviens un passage que moi je devais lire, donc je m'en souviens d'autant mieux. C'était ta seule exigence morale, ton seul but d'atteindre la perfection morale, c'est de réussir à ne penser qu'à toi. Et aussi d'objectiver, alors il y a tout ce côté rationaliser aussi tes désirs, etc. Et en fait, être dans un monde absolument pur de la raison implacable. Et du coup, j'ai plus les phrases précises en tête de tout le passage, mais moi, ça me flinguait à quel point elle simplifiait le monde. C'est-à-dire que, bah, typiquement, pour moi, c'est une preuve d'interdépendance. C'est-à-dire qu'il y aurait jamais, et Ayn Rand n'aurait jamais écrit ça comme ça si elle avait, elle dépend aussi de son vécu et de son monde. Donc, en fait, c'est ça qui me frustrait pas mal aussi à la fin, de dire c'est dingue que ça puisse être autant, ça ait autant d'impact, quoi. Alors que, on commence de manière civilisationnelle à avoir construit quand même un certain nombre de connaissances, et que ce soit sur l'état du monde ou que ce soit sur le rapport à soi. Je me dis, l'être humain a tellement presque un besoin quelque part de contrôle, de comprendre, de rationaliser, et en fait, alors que l'homme est, j'allais dire, putain d'irrationnel, et il n'y a rien de rationnel dans ce qu'on fait, il y a des choses rationnelles, mais il y a énormément d'irrationnel dans l'amour, dans le désir, et donc le fait qu'elle veuille justement rationaliser tout ça, bon, déjà il y a un côté absolument pour moi justement irrationnel de vouloir rationaliser ça, c'est impossible en fait de mettre de la raison on peut essayer de plus avoir un contrôle sur nos décisions, sur nos choix dans la vie, sur prendre le temps de voir nos désirs, mais en fait elle allait jusqu'à dire que il fallait vraiment peser nos désirs, et en la lisant, on a l'impression que c'était très simple de supprimer nos désirs irrationnels. C'est-à-dire on suit que ces désirs qui sont rationnels, qui du coup, rationnels pour elle, ça veut dire qui vont dans le chemin de notre propre intérêt personnel. Ça c'est rationnel, tout le reste est irrationnel en gros pour elle, plus ou moins. Mais ça marche pas comme ça, en fait, le monde ne marche pas comme ça. Bah, ça rejoint un petit peu l'idée de productivisme qu'elle prône un petit peu aussi, de dire il faut être productif pour vivre et que c'est hyper important d'être productif. Aujourd'hui, c'est vraiment remis en question, je pense, cette idée de bonheur égale productivisme, et bonheur égale je vais me surpasser. Bien sûr, déjà, avec 60 ans de recul par rapport à ce qu'elle a écrit, on voit quand même les grandes limites de l'excès, en fait, de cette pensée sur le bien-être des gens, où il suffit de lire n'importe quelle étude sur comment ça se passe dans les ateliers d'Amazon pour comprendre que le productivisme, en fait, il crée du malheur, il crée de la précarité, il crée de la tension, il crée pas du bien-être, en fait. Alors sans doute que Jeff Bezos, il fonctionne dans son propre intérêt et que lui, il arrive à accéder à son bonheur. Mais en fait, il y a des choses quand même, il n'y a pas tout à jeter, je trouve, pour autant, et c'est peut-être justement pour ça que je suis vachement frustré de son écrit, c'est que moi je pense qu'il y a de la nuance dans beaucoup d'endroits dans le monde, et que le monde est complexe, et son livre, du coup, il n'y a pas absolument tout à jeter, juste c'est la manière dont elle le dit, et il y a beaucoup de choses qui sont complètement myopes, comme on disait, mais par exemple sur l'idée que produire, alors il y a produire et être productif, qui est un petit peu différent, mais produire quelque chose, évidemment que c'est un chemin vers le bonheur, évidemment que les gens cherchent un sens à leur vie, et que créer quelque chose, être en mouvement, c'est tout plein de choses qui je pense sont quasiment obligatoires pour trouver une forme de bonheur. Et
ça, mais juste la manière dont elle le dit, ou enfin, par exemple, il y a un côté, ça dépend aussi d'où on la lit, mais il y a quand elle dit, il y a un côté presque empouvoirant quand elle dit, il faut pas se laisser victimiser, faut reprendre sa vie en main. Ça, c'est hyper chouette comme message, enfin, et je pense qu'on devrait l'entendre. Juste, on devrait l'entendre indépendamment de tout ce qu'elle dit à côté, quoi. Pour évoquer l'altruisme, est-ce que pour toi, un altruisme peut être totalement désintéressé, en sachant que... Enfin, il y a quand même cette part de... tu aides quelqu'un, donc ça te fait du bien. Ouais, quand j'ai vu cette question, je pensais aussi à un livre que j'avais lu sur Mère Teresa. Je suis pas spécifiquement religieux, mais c'était intéressant de voir son parcours de vie. Et c'est un des exemples d'altruisme le plus pur, quoi. Elle était dans le dénuement le plus total. Enfin, elle possédait absolument rien et elle mettait sa vie au service des autres. Donc c'est incroyable en termes d'altruisme. Et cette question, est-ce que c'est désintéressé? D'ailleurs, elle-même, parfois, elle avait des doutes parce qu'il y avait un côté où déjà, elle, son intérêt, c'est finalement aussi le salut chrétien, sans doute, d'une certaine manière. Donc... Et en fait, donc je prends cet exemple-là pour m'appuyer et me dire, je pense pas qu'un altruisme désintéressé puisse exister, et je pense que c'est bien, parce qu'en fait, c'est dans ton propre intérêt d'être altruiste, en fait, tu vois, dans ton propre intérêt pour ton bien-être mental, mais aussi pour ton bien-être au global, c'est-à-dire que quand t'aides quelqu'un aussi, t'as une forme de dignité en toi, enfin, t'as des valeurs que tu défends, et ça fait partie de toi. Et donc, un altruisme, enfin, même si on peut aider de manière a priori désintéressée, ou en tout cas qu'il n'y a pas de contribution directe, donc c'est vraiment gratuit, un acte gratuit sur le moment, parce que on n'attend aucune contrepartie. C'est ça aussi, d'une certaine manière, le vrai altruisme. Mais au fond de soi, de manière inconsciente ou de manière très globale, quand on va chercher dans les tréfonds de l'âme, etc., évidemment qu'on le fait pour soi aussi, enfin, qu'on le fait parce que et tant mieux, si c'est ça une bonne vision de soi et une certaine idée de la morale qu'on se fait, quoi. Heureusement. Donc, ça me rappelle aussi, je crois que c'était Aristote qui écrivait sur le cadeau. Un cadeau, un vrai cadeau, ça n'existe pas. Et presque le cadeau, c'était aussi un des socles de l'amitié. C'était se faire des cadeaux entre soi. Et c'est vrai que c'est chouette. Donc le cadeau, en fait, il est gratuit. Il attend pas de cadeau en retour. Mais quelque part, il sait qu'il en aura un jour. Parce qu'en fait, il y a un lien de confiance, un lien d'amour, en fait, d'amitié. Et c'est ça l'altruisme. Et donc, ça peut pas être... Enfin, en fait, s'il est présenté comme désintéressé, peut-être qu'il est un peu myope ou un peu hypocrite, mais c'est pas grave. Pour moi, il faut pousser vers cet altruisme désintéressé parce qu'au fond, il fait du bien à la personne qui en est l'auteur ou l'autrice. Donc, dans l'altruisme, et après, en respectant ses propres limites. Et pour finir sur ce sujet, il y avait quand je réfléchissais un peu en venant dans le métro, ça me faisait penser à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps de Corinne Morel-Darleux, qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Dans ce livre, elle donne une éthique de vie qui dit en fait, si tu arrives à accepter dans ta vie que tes actes, tes choix, ton comportement, ton impact sur le monde, en fait, tu sois dans une dignité du présent. Ça, c'est une valeur forte qu'elle a. Donc, quand on compare à Ayn Rand qui dit qu'il faut attendre l'urgence pour faire quelque chose, c'est rigolo. La non-nocivité. Donc, en fait, ce que tu fais n'a pas d'impact négatif autour de toi. Que ce soit sur l'humain, le non-humain, la nature, etc. Et en vrai, c'est une très bonne question à se poser dans tous nos actes du quotidien. Dignité du présent, non-nocivité et refus de parvenir. C'est son troisième notion clé. Et refus de parvenir, celle-là, elle est bien expliquée dans le livre. C'est un peu ce côté se faire soi-même sa propre idée du succès. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma réussite, c'est moi qui vais juger que c'est une réussite. Et il y a une espèce de socle imaginaire socialement construit, enfin culturel de c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite, c'est quoi l'ambition. Et donc en fait, elle invite par ce refus de parvenir à se dire c'est quoi, je refuse d'accepter un modèle que je trouve nocif en fait. Et en fait, c'est difficile de refuser ce qui a depuis longtemps été affiché comme le succès, la réussite, le bonheur selon Ayn Rand, quoi. Pour revenir justement sur cette idée de productivisme et tout dont on parlait tout à l'heure, après le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit en fait moi je vois pas de sens en ce que je fais dans ma vie. Est-ce que tu penses justement qu'après la pandémie et le confinement et tout ce qu'il y a eu autour, et bon, il y a eu beaucoup de reconversion professionnelle, de burn-out,
On reconnaît beaucoup plus le burn-out aujourd'hui par rapport à avant. Dans les années 60, je crois que ça commençait tout juste à être reconnu, le burn-out, comme quelque chose de... Enfin, une maladie. Mais c'était beaucoup moins présent qu'aujourd'hui, où il y a aussi l'idée d'une semaine de 4 jours qui est envisagée dans certaines entreprises. Est-ce que tu penses justement que maintenant, par rapport à avant, au contexte de Ayn Rand dans les années 60, etc., est-ce que tu penses que il y a un peu un bousculement, un changement de paradigme en fait dans l'idée de percevoir le travail et le bonheur au travail et comment être heureux en fait au final à la fois au travail, à la fois en dehors du travail. Est-ce que tu penses que... Bah clairement, les lignes bougent sur ce que les gens veulent faire de leur vie et, euh, et tant mieux parce que je pense que le mouvement c'est vital. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, un monde qui stagne, qui ne bouge pas, est un monde qui se meurt, tu vois. Donc oui, ça bouge. Le sens, la perte de sens au travail, qui peut être en effet, qui peut être grandissante en ce moment, je pense qu'elle est liée à la profondeur croissante de la prise de conscience d'une certaine urgence écologique et sociale aussi. Moi, je pense vraiment que l'éco-anxiété, le fait que en fait, tu dises à quoi bon, à quoi ça sert, en fait, je pense qu'il y a vraiment ce côté de on peut arriver, enfin, les jeunes générations aujourd'hui, elles craignent que le monde qu'elles vont laisser après leur mort soit moins bon que celui dans lequel elles sont arrivées. Ce qui n'était pas le cas de nos parents. Et ça me rappelle aussi un peu Enfin, si on met ça en plus à la croissance des inégalités de revenus, par exemple, enfin, c'est aussi ça le fruit du capitalisme aujourd'hui, c'est-à-dire que certes, le capitalisme a permis de sortir énormément de gens de la misère, d'aider sur l'analphabétisme, sur les taux de mortalité infantile, il y a plein de progrès qui sont indéniables et qu'il faut regarder en face, tu vois, le capitalisme a permis certains trucs. Ouais. Mais c'est des trucs aussi qui ont peut-être été accélérés, et quand on regarde, et ça c'est peut-être aussi du court terme dans l'histoire du capitalisme, mais en fait à long terme, enfin, ou alors où est-ce qu'il s'arrête en fait? La richesse produite, elle est moins en moins répartie de manière équitable. Voilà. Et du coup, ça fait que, je pensais à la phrase d'Orelsan, je crois dans un son où il dit tu te tues à essayer de gagner ta vie, tu travailles pour gagner ta vie, et en fait tu perds ta vie à travailler, des choses comme ça. Il y a un mot comme ça qui était assez malin, où tu te rends compte que forcément quand en plus t'as pas d'horizon autre que de réussir à passer la fin du mois, les questions se posent pas de la même manière. T'as aussi ça qui fait qu'il y a des gens qui brillent. Bon, le Covid passé par là fait que tu te poses en plus des questions sur en fait où j'habite, c'est quoi l'endroit où je vis, c'est quoi mon rapport à la nature, c'est quoi... Et forcément, si tu te poses des questions, tu te dis, mais en fait, à quoi je sers, quoi. Enfin, non seulement le système va dans un mur, plus ou moins, puis j'ai pas assez fort sur un monde qui prend plus en compte dans ses résultats, pas seulement l'aspect financier, mais l'aspect écologique, l'impact carbone, l'impact sur les gens aussi, simplement. Donc non seulement le système va dans un mur, mais en plus, moi, j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas à quoi je sers, quoi. Du coup, pour reboucler avec le sens au travail, si je peux être affecté par un certain défaitisme, en fait, à quoi sert le travail, comment je peux contribuer au monde, comment je peux réussir à payer mon loyer, alors que ce que je veux faire, il n'y a personne qui est prêt à payer pour, parce qu'en fait, le système ne fonctionne pas comme ça, alors qu'en fait, ça fait du bien. Et ça, il suffit de regarder les aides-soignantes pour dire que en fait, tout le bien qu'elles font, il n'est pas rétribué à la juste valeur. François Ruffin, il a super bien documenté ça dans son film qui était un documentaire qui était hyper intéressant parce qu'ils faisaient l'aller-retour entre le terrain et la réalité du travail des femmes soignantes. Debout les femmes. Et en gros un travail qu'ils avaient d'une proposition de loi à l'Assemblée avec lui et un député En Marche, une commission paritaire où ils avaient bossé sur le sujet, et ils n'ont pas réussi à faire voter l'augmentation de la rémunération de ce métier-là. Alors qu'en fait, on a de plus en plus besoin. Il y a de plus en plus de vieux qui vont pas bien, et les systèmes de santé sont pas prêts à pouvoir tous les accueillir, et les maisons de retraite, on a vu il y a pas longtemps à quoi ça ressemblait derrière. Bon, et ce sujet-là, il est complètement, malgré les grandes déclarations pendant le Covid, derrière, c'est pas suivi, quoi. Je voulais juste évoquer l'idée de responsabilité. Dans les vertus citées par Ayn Rand, dans la vertu d'égoïsme, il y avait justement la rationalité, l'indépendance, l'intégrité, l'honnêteté, la justice, la productivité, la fierté. Je cite quelque chose qu'elle a dit qui est assez intéressant, qui est le fait qu'elle est, en 1961, en fait, elle explique
que elle a absolument rationalisé toutes ses émotions et tous ses désirs, et que la tête a ses raisons que le cœur doit apprendre à connaître. Je voulais revenir là-dessus parce que il y avait, et tu l'as cité, cette idée de un peu bulle d'information quand on est sur les réseaux sociaux, etc. T'as cette bulle où tu t'enfermes un petit peu dans je me raccroche à telle pensée et du coup je vais suivre tel compte ou tel truc, et en fait tu vas t'enfermer un peu dans une bulle de pensée. Est-ce que toi tu penses que... Enfin c'est un peu... T'as répondu un petit peu à la question avant, mais c'était justement le fait de lire des auteurs, autrices qui vont pas dans ton sens. Est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Est-ce que justement c'est important pour toi de le faire? Est-ce que justement l'arpentage, ça t'a permis de le faire alors que tu l'aurais pas forcément fait, ou c'est un truc que tu fais déjà dans ton quotidien? Ouais, j'ai envie de dire, le monde a ses déraisons, en tout cas sa part d'irrationnel que le cerveau doit apprendre à accepter. Tu vois, j'ai envie de lui répondre ça, Ouais. quoi. En fait, juste, il y a des choses, t'as pas besoin de tout connaître, de tout comprendre. Il y a des choses, tu peux pas, en fait, et c'est ok, quoi. Mm. Et Ouais. faut lâcher prise là-dessus, Mm. en tant qu'humanité, je pense. Voilà. Mm. Et du coup, sur la bulle informationnelle et sur, en effet, je commençais d'ailleurs le podcast là-dessus en disant que l'arpentage m'avait permis d'accéder à ça, et Ouais. ça, je trouve ça hyper chouette, parce qu'en effet, de manière naturelle, on est tous pris dans nos biais de confirmation, de vouloir se nourrir, et puis de confort, en fait. Ouais. Évidemment, c'est plus agréable de lire un truc qui va dans ton sens qu'un truc qui va pas dans ton sens. Mm. Et c'est important de se nourrir de choses qui permettent d'affiner notre pensée sur un truc auquel on est déjà d'accord. Mais en effet, ouais, je pense que c'est hyper important, et du coup d'autant plus critique que c'est pas facile de réussir à prendre aussi un petit peu de temps pour lire des choses ailleurs, en fait. Pour lire... j'avais cité un autre rappeur, c'était Orelsan, c'est Nekfeu, qui dit, il y a une chanson sur, non c'est pas, Népal, dans Adios Bahamas, il dit dans son album, et il dit connais ton ennemi, un truc comme ça. Et en fait, c'est une phrase qu'on voit partout d'ailleurs. Mais oui, genre comprendre l'autre, ça permet aussi d'avoir des armes pour pouvoir le désarmer, en fait, comprendre son processus déjà. Ouais. Et ça permet de faire, on en parlait juste avant sur les controverses, de faire un pas vers l'autre. Donc oui, et ça permet de sortir de sa bulle, mais c'est hyper dur. Moi, je me souviens que quand j'utilisais Twitter, je suivais des comptes politiquement de droite comme de gauche, des gens peut-être ultra geeks et des gens ultra moins, même si du coup mécaniquement ils sont moins sur Twitter. Et alors là, t'as une bulle, t'as la mise en abîme de la bulle, c'est-à-dire que tu peux être dans une bulle sur Twitter, tu peux essayer de déconstruire ta bulle dans Twitter, mais ça reste la bulle Twitter en fait, si tu veux. T'as pas plus d'un Français sur 10 qui est sur Twitter, je pense, tu vois, activement, je veux dire, qui poste. C'est sûr. Donc en fait, t'as 90% des gens que tu vois pas sur Twitter, en fait. Et en plus, t'as beaucoup de gens qui sont sur Twitter, mais qui ne publient pas. Enfin, bref. Donc, et je parle de Twitter souvent parce que c'est un peu je trouve, un des réseaux où il y a beaucoup de gens qui s'expriment un tout petit peu, tout le temps, alors que Facebook, personne ne poste plus rien. Donc, et c'est un peu la place, le café du commerce digital, quoi. Parler à des gens qui sont pas d'accord avec toi, et en fait, c'est de plus en plus douloureux parce qu'en plus, les gens se polarisent, les gens ont peur des étiquettes, même au sein des familles, et ça, il y a plein de sujets qui sont clivants, et je trouve que c'est hyper dur d'en parler, ça demande du temps, ça demande de l'amour, en fait. Enfin, vraiment, avoir un débat avec des gens qui sont absolument pas d'accord avec toi sur des sujets aussi durs que la guerre, ou que quand on voit l'échiquier politique où le vote se polarise de plus en plus avec ce que certains appellent parfois des extrêmes, et qui sont parfois pas aussi extrêmes que ce qu'on pourrait dire dans les médias, mais en gros les gens se braquent beaucoup plus vite, et du coup ça demande encore plus de temps et d'écoute, de rythme quand tu parles, enfin tu vois, ça commence aussi là, quoi. Moi, quand je parle à des gens et que dès que ça s'emballe, moi je pense à pouvoir aussi moi-même être passionné quand je parle. Alors, ça me fait peur presque. Je me dis, calme-toi. Calme-toi. Enfin, de toute façon, en fait, tu sais que si tu fais un peu d'effort, faut faire beaucoup d'efforts pour le faire un peu, quoi. Tu sais que tu vas forcément passer plus de temps à lire des trucs qui te plaisent que des trucs qui te plaisent pas, tu vois. C'est sûr. Mais du coup, si tu fais déjà un peu de temps en temps, et moi je te dis ça, mais je le fais presque pas. Et sur un montage, je l'aurais peut-être pas fait, donc c'est trop bien. Là, t'es quand même obligé de lire tout le bouquin d'une façon ou d'une... Enfin, tu le lis pas, entre guillemets, mais t'as comme une idée globale du livre, quoi, de l'essai. Complètement, et tu peux pas abandonner, quoi. Ouais, et puis ça demande beaucoup moins d'efforts. Tu parlais de l'énergie que t'es prêt à mettre à ça. Là, les 3 heures, moi, ça m'a demandé assez peu d'efforts. J'avais déjà préparé le truc, t'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vas lire, à comment tu vas découper les trucs, etc. T'arrives, t'as besoin de zéro préparation en tant que participant, et à la fin, t'as découvert une pensée, et en plus, t'as pu en discuter avec les gens avec toi, ce qui te fait te sentir moins seul, ce qui te permet de discuter. Là, il y avait pas beaucoup. Enfin, ça aurait été dingue de faire ça avec des gens qui sont d'accord avec elle. Puisque tu en avais parlé justement pendant la restitution, je me rappelle, t'avais dit, mais en fait, je sais pas comment des éditeurs peuvent se dire, bah c'est cool, on va éditer ça, quoi.
Est-ce que tu penses, c'est une question un peu générale, est-ce que tu penses qu'il y a des ouvrages qui devraient pas être édités? Il y a la question de, ouais, comme tu disais, la responsabilité d'un éditeur de diffuser une pensée. C'est autre chose que la censure, en fait. Enfin, en fait, il y a le cadre légal et le cadre de, en fait, choix personnel. Et là, en fait, ce qui m'offusquait plus, c'était pas la légalité. Enfin, évidemment que c'est absolument légal et heureusement qu'on peut publier ce genre de texte. Heureusement. Ouais. Mais moi, ce qui me choquait de manière violente à la fin de la c'est waouh, mais comment à quel point, genre dans quelle mesure, en fait, t'as des médias ensuite ou des mécènes ou des riches actionnaires de maisons d'édition qui se sont dit, vas-y, on va pousser ce bouquin, quoi. C'est là qu'il y a les responsabilités pour moi. Mais évidemment qu'heureusement, elle a pu publier ça. Mais du coup, une fois qu'on a enlevé cet aspect légal qui, sans connaître très bien le sujet de la censure, pour moi, devrait juste s'arrêter à des sujets d'appel à la haine, à la violence envers des gens, à la discrimination, et en fait de la diffamation, en fait. Enfin, de la diffamation du réel, je sais pas comment on dit, du faux, quoi. En dehors de ça, après, oui, est-ce que tu dois, après, c'est toi face à ton devoir, face à ton miroir, et après, bon, ça, c'est le jeu des idéologies. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que Ayn Rand devrait être beaucoup plus lu et respecté, et du coup, s'ils ont de l'argent, bah, ils la diffusent, et grand bien leur face. Et c'est vrai on s'étonnait collectivement de la relative méconnaissance d'Ayn Rand en France. Et moi, du coup, je m'en réjouissais un petit peu. Enfin, je me souviens que j'avais fait un peu, je me disais, bon, bah, c'est pas plus mal qu'elle ait été peu lue en France, parce qu'en fait, ces idées sont assez nocives, nauséabondes, ou enfin compliquées, quoi. Tu vois, mais oui, le livre est vecteur d'idées, et il y a plein de livres qui marquent l'histoire de l'humanité. Et tu vois, je crois que j'ai revu dans l'actualité sans précision, mais un truc sur Mein Kampf. Il y a un côté. Déjà, il y a une responsabilité aujourd'hui de ne pas oublier. Je pense pas qu'il faille absolument brûler toutes les versions de Mein Kampf du monde et que le texte peine dans le bruit. Je pense qu'il faut en parler, et il faut le juger, et il faut le critiquer. Il faut dire que c'est absolument abominable et que c'est impossible de laisser que ça se reproduise. La question à l'époque, justement, c'est même que, c'est se dire, en fait, ok, il y a quelqu'un qui l'a imprimé et qui l'a vendu à plein de gens, et ça a infusé dans les esprits. Et c'est ça qu'il faut juger. Après, le texte, il faut tout faire aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas un autre Mein Kampf qu'on évite que c'est. Et le problème, c'est que peut-être qu'il y a des Mein Kampf partout qui arrivent en ligne sur des blogs obscurs aujourd'hui, et qu'en fait, on n'a même plus contrôle dessus. Et bon, c'est la beauté du web de la possibilité à chacun de s'exprimer. Mais du coup, pour avoir une espèce d'hygiène informationnelle dans le monde, c'est évidemment plus simple au temps de l'ORTF, tu vois. Et je dis pas que c'était mieux, du coup. Mais ça demande beaucoup plus d'efforts et de moyens, alors que l'État en a peut-être pas plus, du coup. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Je serais assez triste de voir les ventes de Mein Kampf augmenter. Il faut peut-être pas le réimprimer, mais il faut qu'ils soient dans les bibliothèques. Les bibliothèques, je veux dire, historiques, pas dans les bibliothèques forcément de chez toi. Ce serait un petit peu bizarre de le mettre sur l'étagère d'ailleurs, mais c'est ce que ça voudrait dire. Mais tu vois, la manière que... Bon, là, j'ai que 10 pages d'Ayn Rand chez moi, mais peut-être par curiosité, peut-être que je l'achèterais pour lire la préface, j'en sais rien, ou pour le prêter à des potes pour dire, putain, j'ai lu ça, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que t'en penses? On parle de l'abus informationnel, c'est sur ton étagère, et ceux que t'as envie de mettre en avant, et ceux que tu me fous du tiroir, tu vois. Aussi. Bah, merci pour cet échange hyper enrichissant et intéressant. Avant de se quitter, est-ce que t'as des ressources, quelque chose que t'as lu, entendu, qui te semble justement... Bah, t'as cité pas mal de choses en plus pendant ta discussion, mais... Je récapitule rien que dans les livres phares qui m'ont fait du bien récemment, donc t'as Baptiste Morisot, Manière d'être vivant. Corinne Morel-Darleux, donc plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Ça m'a fait beaucoup de bien. Charge d'âme de Romain Gary. Pour le coup, c'est un peu fictionnel, science-fiction aussi, et ça dit beaucoup, c'est hyper actuel. C'est dingue à quel point c'est actuel. Tout Romain Gary a d'ailleurs beaucoup lu. Après, ça, c'est des ressources très littéraires, je réalise. Dans les films, si vous préférez regarder des films, Je verrai toujours vos visages. Film incroyable, parce que c'est un espèce de huis clos, donc typiquement très peu de budget par rapport à d'autres films qu'on voit sortir, parce que t'as pas besoin d'effets spéciaux dans tous les sens et de 1000 décors de voyage. C'est sur... et c'est avec des acteurs et actrices incroyables. C'est sur la justice réparatrice. C'est sur en fait mettre en relation des auteurs de crimes ou de violences et des victimes. Du coup, c'est pas les auteurs concernés, et des gens qui sont en prison,
et qui comprennent l'impact qu'ils ont. Okay. Et c'est hyper fort, et c'est une nouvelle manière de faire de soigner en fait les gens. Après, tous les films qui m'ont fait beaucoup de bien, je remonte à, je sais pas, Demain, par exemple, de Cyril Dion, qui commence à être quand même bien cité, je pense, commence à être un peu connu, j'espère. Récemment, Le règne animal, une proposition assez forte. T'en ressors aussi un petit peu bougé, quoi. C'est sur le rapport au non-humain, à l'animal, en fait. Ok. C'est dans le titre. Hein. Ouais. Même si je trouvais ça une proposition assez aussi un peu forte sur les énergies, un peu de la peur. Il y avait un côté... ils auraient pu aller beaucoup plus loin avec beaucoup... Enfin, c'était particulier, quoi. Donc c'est vraiment un film... Un côté étrange qui est du coup aussi assez agréable parce que ça change. Un tout petit truc. C'est un petit bouquin qui s'appelle « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », entre guillemets, : en finir avec une sentence de mort. Okay. Et en gros, ça détricote cette phrase mot par mot. Très simplement, ça fait vraiment même pas 50 pages, c'est un tout petit livre qui donne beaucoup de chiffres, de faits sur c'est quoi l'immigration, et qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire quoi toute la misère du monde, ça veut dire quoi accueillir, ça veut dire quoi on ne peut pas, c'est qui on, c'est hyper bien foutu. Très rapide pour ce genre de sujet qui, je pense, en parallèle des crises climatiques, le sujet de la migration qui va devenir de plus en plus compliqué. Un grand merci à Benjamin pour son temps et sa participation. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Et d'ici là, portez-vous bien.